Place à présent au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est Siriki Sangaré, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Bienvenue encore, Monsieur Sangaré. Bienvenue sur notre plateau. On va tout de suite suivre cet élément vidéo que nous propose Juliette Ouéa et on revient ensuite pour notre échange. La demande immobilière reste forte en Côte d'Ivoire, notamment dans les grandes villes comme Abidjan, dans la région sud, et Bouaké, dans le centre. L'État s'est ainsi engagé dans un vaste programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques lancé en 2011 en vue de répondre à l'urgence du déficit enregistré dans ce secteur évalué à environ 600 000 logements avec un accroissement de l'ordre de 10%. À l'origine, ce projet visait la réalisation de 60 000 logements sur la période 2011-2015, objectif rehaussé par la suite à 150 000 logements en 2021-2025. Pour mener à bien ce projet, l'État ivoirien s'inscrit dans un cadre de partenariat public-privé à travers lequel il s'engage à mobiliser les réserves foncières nécessaires, à financer la réalisation des voiries et réseaux divers primaires, connexion au réseau électrique et d'eau potable, réalisation des voiries primaires et réseaux d'assainissement et à accorder des exonérations fiscales aux promoteurs immobiliers retenus. En contrepartie, les entreprises sélectionnées sont tenues de réaliser les logements sur les sites mis à disposition avec une obligation de produire un quota minimum de 60% de logements à caractère social et économique. À ce jour, les efforts du gouvernement ont permis de réaliser environ 30 000 logements sur l'ensemble des réserves foncières mobilisées par l'État. Ce résultat non négligeable reste toutefois insuffisant au regard des besoins importants exprimés dans le secteur. Depuis 2018, une deuxième phase du programme présidentiel de construction de logements a vu le jour avec la mise en place d'un ensemble d'instruments techniques et financiers permettant de corriger toutes les défaillances observées dans la précédente phase, d'accélérer la production industrielle des logements et de faciliter leur accès aux couches sociales les plus défavorisées. Un compte-rendu signé Juliette Ouéa. Monsieur Sangaré, je me tourne vers vous. Dites-nous, est-ce qu'il est bon, il fait bon aujourd'hui d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire? J'ai toujours encouragé l'investissement dans l'immobilier. Parce que vous êtes promoteur immobilier? Non, au-delà même d'être promoteur de l'immobilier, c'est un investissement qui est sûr. Parce que quand vous regardez autour de nous, ce n'est pas un investissement des négociants, ce n'est pas volatile. C'est un investissement sûr, le foncier est sûr, ça prend même de la valeur. On a souvent l'impression que le foncier est très loin, mais je dis toujours qu'un terrain n'est jamais loin. Vous voyez un peu autour de nous, les zones rurales deviennent des zones urbaines par la suite. Vous voyez un peu le développement des villes, l'étalement de certaines villes. Vous voyez Abidjan comment ça s'est développé. À l'époque, je me rappelle, ceux qui vivaient à Bingerville pensaient qu'ils étaient dans un trou perdu. Aujourd'hui, le foncier à Bingerville a pris tellement de valeur que c'est devenu un Eldorado pour tout le monde. Donc je pense que j'encourage beaucoup à investir dans le domaine de l'immobilier. Ce n'est pas facile, mais bon, il faut le faire. Vous êtes d'accord que l'immobilier aujourd'hui fait peur? Et ceux qui ont peur ont bien raison d'avoir peur. Oui, tout investissement est à risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Mais dans votre secteur, c'est un peu plus criant. Non, il n'y a pas d'investissement sans risque. Je vais vous rassurer que dans le domaine de l'immobilier, il y a eu une certaine période où il y a eu beaucoup de problèmes, compte tenu du fait qu'il y avait moins de sécurisation du foncier. Je vais vous parler de la loi des 3 F qu'on appelle, c'est-à-dire la sécurisation du foncier, la fiscalité, tout ce qui est lié à la promotion même en général de l'immobilier, le financement. Il y a des risques. Les risques proviennent du fait que le foncier, à un moment donné, c'était très difficile parce que la chaîne foncière était très complexe. Mais avec les réformes qui ont eu lieu en 2019, le ministre a pris vraiment à bras le corps la question foncière. Et aujourd'hui, on est en train de tendre vers une vision claire. Et donc, il faut encourager. C'est pour ça d'ailleurs que
nous nous sommes regroupés, si vous voulez, en fêtière, en chambre, pour partager en fait les expériences, pour réguler le secteur de l'immobilier, pour promouvoir le secteur de l'immobilier, pour parler en une seule voix aux autorités, pour toujours améliorer en fait tout ce qui se passe dans le foncier. Et la plupart des problèmes qu'on rencontre dans votre secteur, la base, le fondement, c'est justement le foncier dont vous parlez. Est-ce à dire avec ce que vous venez de nous dire là que voilà, c'est réglé, ça va aller définitivement, le foncier ne sera plus à la base de tous ces problèmes? Alors je disais tout à l'heure que tout investissement est à risque. Il faut minimiser les risques. Alors nous avons identifié au cours des dernières années les risques. Pour nous, dans l'investissement de l'immobilier, surtout la production de logements, il y a 2 risques essentiels qui ont été pour nous les risques clés. La performance et la commercialisation. Donc tous les investisseurs doivent être sécurisés dans ce domaine-là. Quelle est la contrepartie? Si un investisseur vient pour investir dans le domaine de l'immobilier, il faut bien entendu que l'investisseur, d'abord au-delà de la performance du promoteur, le banquier qui met son argent ou le constructeur qui vient investir, doit être rassuré que la commercialisation est assurée. Le gros problème qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui est pays subsahariens, on est confronté à un problème de commercialisation parce que 80% de nos concitoyens ne sont pas bancarisés. Il y a 20% qui ont des comptes en banque et encore, il y a des problèmes de quotité cessible. Donc, ça fait que la commercialisation était très difficile. Bon, quand on parle de production en masse, qu'on appelle des investisseurs, le rôle clé, quelle est la garantie de mon investissement? Dans certains pays, et même au début en Côte d'Ivoire, quand c'était la gestion des villes keynésiennes par l'État, c'était forcément l'État qui était la contrepartie. Là, on parle de logements sociaux, c'est là qu'il y a le problème. Logement standard, il n'y a pas de problème. Il y a la clientèle, on peut faire des VFA, des ventes en l'état futur d'achèvement. Mais la production des logements socio-économiques, c'est ça qui pose problème. D'accord. Là, on est en train d'y travailler, justement. Et justement, quel travail vous faites? Vous, en tant que Chambre nationale des promoteurs, constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, quel rôle vous jouez concrètement? Alors, notre rôle, d'abord, c'est promouvoir et réguler le secteur de l'immobilier. Alors, défendre, en fait, la position des promoteurs, faire en sorte que l'État puisse prendre des réformes qui facilitent en fait l'acquisition des logements par les acquéreurs, travailler sur la bonne gestion foncière, sécuriser le foncier, apporter nos contributions d'abord à travers certains forums qu'on fait, certaines rencontres qu'on fait avec les autorités, parler d'une seule voix, d'une voix collective, de sorte que les autorités prennent conscience que dans notre métier, surtout la production des logements sociaux, il faut absolument que l'État puisse accompagner avec des mécanismes et des leviers qui sont adaptés à nos réalités. Je prends le cas de la commercialisation. De 1960 jusqu'en 80, on était très à l'aise ici avec la location-vente. Il y a eu la SICOGI, la SOGEFIA. Ça s'est passé dans des contextes qui étaient très bien. Il y en a qui ont eu des logements. Mais à cette époque, je dis, l'État avait les moyens. Il n'y avait pas la conjoncture, il n'y avait pas les ajustements structurels, mais par la suite, sous perfusion économique des bailleurs de fonds, l'État n'arrive pas. Donc on est en train de travailler de sorte qu'on puisse mettre en place des programmes, des vrais programmes PPP, partenariat public-privé. Donc notre rôle, c'est de booster le secteur en amenant l'État à nous aider et à jouer un rôle. Et ce rôle que nous avons défini ensemble avec l'État, c'est la mise en place d'une gestion foncière sécurisée, la commercialisation à travers une structure qui peut financer l'acquisition sociale du logement. Je crois que la SICOGI a été dissoute, maintenant c'est l'ANA qui va se charger de la commercialisation et réaliser la VRD primaire, mettre en place une bonne structuration, un bon mécanisme de financement avec les banques qui sont en place. Malheureusement, les banques qui sont en place sont les banques commerciales. Alors, nos programmes sont des programmes qui vont jusqu'à 20-25 ans parce que nos concitoyens n'ont pas suffisamment de moyens. Alors, les banques, dans le cadre du logement, moi je différencie toujours. Oui. Je différencie les logements sociaux et je différencie les logements standing. Nos banques, ici, ce sont des banques commerciales qui ont des contraintes avec les bailleurs de fonds, des ratios à respecter. Donc, ces banques-là, généralement, ne peuvent pas dépasser une certaine durée, la maturité des prêts. Parce qu'il faut dissocier les financements. Il y a le crédit acquéreur, il y a le crédit promoteur. Alors, les programmes de logements sociaux, ce sont des programmes de banque de développement.
Notamment, il faut aller vers les banques, BOAD, la BOAD, la BAD, des Shelter Afrique, et même des fonds d'investissement ou des fonds de pension. Quand vous partez, par exemple, aux États-Unis, en France, vous voyez, le financement de ces programmes-là, ce sont des maturités très longues avec des taux très faibles. Or, ici, les banques commerciales n'ont pas ces possibilités-là. D'accord. Voilà. Et qui est promoteur immobilier, M. Sangaré? Est-ce que si demain j'ai un peu d'argent, ou alors mon collaborateur Derou Hyacinthe, il bénéficie de son héritage après-demain, ou il y a un autre, Kofi Paul, qui arrive à détourner un peu d'argent quelque part, qui réalise 5 logements maigres quelque part sur un site, est-ce que ça fait de lui tout de suite un promoteur immobilier? Non, pas du tout. Comment on adhère à votre chambre? Alors, d'abord, être promoteur, il faut savoir que la promotion immobilière, c'est un métier. On ne s'improvise pas promoteur. Ça demande quand même un background vraiment dans la gestion même des ressources humaines et des ressources financières. Et vous nous assurez que tous ceux sur la place en ce moment bénéficient de toute cette formation dont vous parlez? Je vais l'expliquer. Et donc, il y a l'autoconstruction. On voit un peu partout dans la ville. Il y a l'autoconstruction. Quelqu'un qui a un peu de moyens, il peut investir un ou deux immeubles. Il y a des agents immobiliers. Ça, c'est aussi un autre métier. Différent. C'est différent. L'agence immobilière et la promotion immobilière. Le promoteur immobilier, c'est comme l'architecte de tout ça, qui crée la commercialisation, qui prend le risque des financements et qui gère tout ça. Donc, le ministère, à l'époque, ne suivait pas vraiment tout ça. Avant 2010-2013, il n'y avait pas d'agrément. Et donc, chacun s'improvisait, il faisait de la promotion immobilière dans tous les sens. Mais à partir de 2013-2014, il y a eu la CAPI. CAPI, c'est une structure qui gère en fait tout ce qui est agrément des promoteurs. Et même au-delà même d'être promoteur, les programmes que nous faisons sont agréés. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est mis en place. Le promoteur qui est professionnel, qui a un capital quand même minimum et qui doit avoir du foncier. Avant d'être agréé promoteur, il faut prouver qu'on a du foncier. Et à partir du moment où il est agréé, il peut faire partie de la chambre, chambre nationale. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui du logement en Côte d'Ivoire? Alors, l'état des lieux du logement aujourd'hui, je peux vous dire, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de... Le départ, c'est quand? Depuis 2013, quand même, où on a lancé un plan pour le logement. Dès le départ, le plan présidentiel du logement. Alors, il y avait un engouement dès le départ. Les 3 premiers jours, il y a eu près de 70 à 80 000 personnes qui ont souscrit. Et il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes, des difficultés, mais le programme demeure. Le foncier est là, ça se sécurise. Aujourd'hui, on doit être entre 30 000 et 40 000 logements. Parce que dès le départ, le programme présidentiel pour résorber le déficit qu'on connaît, qui est quand même de 600 000 logements et qui s'accroît de 60 000 chaque année, alors l'État avait mis en place un programme de 60 000 logements qui, après, s'est transformé en 150 000 logements. La première phase a été très difficile pour ce que je viens d'expliquer, parce que les financements n'étaient pas suffisamment structurés, ça ne répondait pas aux critères de nos concitoyens qui étaient beaucoup dans le secteur informel. C'est quand même eux, les logements sociaux, 80%. Secteur informel, ou même ceux qui sont dans le secteur formel et qui sont même des salariés, la quotité accessible est très complexe compte tenu des taux localement. Donc, aujourd'hui, on doit être autour de 30 à 40 000 logements. C'est très peu. Mais c'est quand même, non, c'est très peu, je vous le concède. C'est même trop peu. Mais comme je dis, il y a toujours un départ, il y a des choses à corriger. Mais ce qu'il faut retenir quand même, que les gens doivent retenir, le logement est l'aboutissement de tout un processus. D'accord, parce qu'avant d'aboutir au logement, il faut avoir un ACD qui au final, est le seul titre qui nous permet de dire que la propriété nous appartient véritablement. Absolument. Comment il s'obtient l'ACD, l'arrêté de construction définitive? Alors, l'ACD, je parle plutôt moins de l'ACD hors lotissement. Hors lotissement. Alors, l'ACD hors lotissement, c'est une phase un peu complexe. Il faut que les gens comprennent que c'est très complexe et il y a un guichet unique du foncier. Alors, ça ne devrait plus être complexe. Alors, j'explique, vous allez voir un peu en 3 minutes, en 2 minutes, vous allez comprendre. 1 minute, alors, on a plus de 3 au total. Alors, dès que le requérant, en fait, a acquis une attestation villageoise ou une aide d'attribution, donc monte un dossier technique et va au guichet unique du foncier et fait sa demande avec un ordre de recette.
et le guichet unique rapidement du foncier regarde si les dossiers sont bons, transmet à la direction du domaine urbain qui se charge de demander des avis auprès de la direction de l'assainissement qui dépend de notre ministère et de la direction de l'urbanisme, la direction de la cartographie et l'enquête de Komodo et Incomodo. Donc une fois que tous ces avis-là sont favorables, le directeur de domaine urbain émet un avis favorable. Et cet avis favorable permet de faire une attestation domaniale. Et là, le ministère de la Construction a fait ses vérifications, s'arrête là. Le dossier est transmis maintenant à la conservation foncière. La conservation foncière qui saisit la direction du cadastre, qui va faire un bornage contradictoire, qui fait un rapport à la conservation foncière. Et c'est là que, si le rapport est positif, et c'est là que le titre est créé. Une fois que le titre est créé, et le titre foncier n'est pas encore au nom du propriétaire, le titre foncier est créé au nom de l'État. Donc on n'est pas encore propriétaire. Et le dossier retourne maintenant avec la création du titre de l'État à la direction du domaine urbain qui fait le projet de l'ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive qui lie maintenant le titre foncier à la personne qui a demandé l'ACD. Et une fois que c'est signé par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ça retourne. En fait, ça semble si long. En combien de temps on l'obtient? Alors, pour l'obtenir, vous savez, moi, je suis très prudent quand je parle d'obtention d'un document administratif ou tout ça. Il faut déjà que les dossiers soient bien montés. Je prends le cas où le dossier est bien monté, qu'il n'y ait aucun problème, aucune contestation. Ça peut aller entre, ça dépend aussi de l'enquête de Komodo, tout ça, entre 3 et 6 mois, quand le dossier est bien monté. D'accord. Je dis bien monté. Parce que très souvent, il y a certains... C'est bon, c'est acceptable ce délai, non? Oui, c'est acceptable à l'époque, je veux dire, avant les réformes. Vous pensez qu'on peut encore réduire le délai? On peut encore réduire le délai si on crée un véritable guichet unique. C'est dire quoi, un véritable guichet unique, c'est-à-dire que tous les ministères sont représentés, y compris même les membres de la Chambre, y compris des promoteurs, parce qu'on est sur le terrain, on sait ce qui se passe. Donc il faut le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministère du Budget, le ministère des Finances, le ministère, de l'Assainissement et de la Salubrité, et aussi le ministère de l'Intérieur. Donc ce guichet unique-là permettra de encore réduire et aller vers une vraie digitalisation. Ça a déjà commencé. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a mis en place le SICFU. Et le SICFU, donc c'est le système intégré de la gestion, foncière. Donc ça permettra d'aller plus vite, réduire au maximum l'intervention humaine. Non seulement ça va aller plus vite et ça sera plus sécurisé, ça permettra aux banques de prendre des garanties hypothécaires. Et c'est à ça que la Chambre s'emploie. Exactement. Les pas de porte, on en a fini, le temps qui nous est imparti est fini, mais les pas de porte, c'est un phénomène dont je voulais qu'on parle un petit peu quand même en 30 secondes. Oui. C'est pas véritablement encadré, c'est différent du bail à usage d'habitation. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Qu'est-ce que vous comptez faire pour tous ceux qui s'en plaignent aujourd'hui? Voilà. C'est ça. Bon, déjà, il faut lever la confusion. Je veux dire, il y a le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a mis en place une loi qui permet, dans le cadre du bail à usage d'habitation, 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Ça, c'est le ministère de la Construction. Mais le bail à usage commercial, ça dépend du ministère du Commerce. Oui. Nous allons aller vers le ministère du Commerce. Là, est-ce que comprendre. Et c'est là qu'il n'y a pas de porte et tout ça, c'est un peu flou. Ça ne rentre pas dans le cadre des 2 mois de location, 2 mois de caution. Oh oui, donc il n'y a pas d'encadrement légal en ce moment. À ce que je sache, jusqu'à maintenant. Mais je vais quand même, avec la Chambre, aller vers le ministre du Commerce pour demander s'il y a un cadre réglementaire dans ce domaine-là. D'accord. Et vous pensez aussi éviter l'arnaque dans l'immobilier? Il faut absolument éviter l'arnaque dans l'immobilier. Il faut mettre en place des systèmes adéquats. Il faut suivre les gens. On a même un numéro vert qu'on a mis en place. Lequel? Personne. Alors, il faut que je me rappelle. D'accord, allez-y. En fait, je veux dire, il peut s'adresser déjà à la Chambre. Et donc, ça permettra de signaler toute personne d'abord qui n'est pas, promotrice immobilière. Et ce que je peux conseiller rapidement, c'est que lorsque quelqu'un veut vous vendre un bien, une parcelle, et qui vous donne une photocopie d'un ACD, vérifiez si au dos de la copie, il y a le cachet de la conservation foncière. D'accord. Ça veut dire que c'est enregistré ou demandez l'original de l'acte. Merci. Voilà.
Merci à vous. Monsieur Sangaré, Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes même assesseur coach de la SFI Banque mondiale. Je tenais à le dire et je rappelle que vous êtes venu nous parler des actions de la Chambre pour réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire, créer de nombreux emplois également et ramener les PME locales au devant de la scène. Grand merci pour avoir pris de votre temps pour venir sur notre plateau. Merci encore. Bon retour chez vous. Surtout, revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.